Les 5 chansons de... Una e tre volte, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Quentin Tarantino. Quentin? Tarantino? Quentin, comme dit Christophe Waltz toujours. Les 5 chansons de... Dans l'épisode d'aujourd'hui, Quentin Tarantino. Bonjour Maxime, Bonjour Daniel. comment vas-tu? Bien, On est en pleine journée, encore une fois, comme pour Jodassin. in full daylight. Oui. Voilà, ça va, soulagé? Ouais, fait ça un- va, Ça- je suis comme un boxeur fatigué là, ce matin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on a dû faire un petit break, quelques contraintes professionnelles. On s'est pas vu depuis avant Noël. Avant Noël, on a fait notre épisode de Noël, exactement, et Jodassin. Et là, on va reprendre avec les 5 chansons de... 5 En chiffres, et chansons. au pluriel. Exactement. Vous nous trouvez sur les 5 chansons de... sur YouTube. Si vous mettez dans la barre de recherche les 5 chansons de podcast, normalement, vous nous trouvez. De toute façon, vous nous écoutez, donc apparemment, on était trouvable. On a notre site web, les 5 chansons, 5 En chiffres, chansons, au pluriel. @wordpress.com. Ouais. Et on a aussi des playlists des chansons dont on parle de notre émission à la fois sur YouTube, sur notre chaîne, Sur Spotify. et sur Spotify. Et pour y aller, le meilleur, c'est de nous suivre sur Instagram, les 5 chansons de, et de nous regarder les stories à la une où j'ai mis des liens pour toutes les listes, tous les playlists de Spotify. Oui. Bon, alors, on va donc parler aujourd'hui de peut-être des indices. Est-ce que tu as un indice qui some serious gourmet shit? Mm. Mm, Do you have a tasty burger indice? Oui. Et voilà que tu me sors l'arabica des grands jours, comme on dit dans la version française. Ah bon? Ah oui, mais c'est déjà... Et oui, la version française, elle est très très différente. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas écouté la version Eh oui. allemande et bien évidemment, j'ai jamais vu la version française parce que depuis plusieurs années, je me mets plutôt VO. Donc, nous parlons aujourd'hui de... Attendez la crème de... Quentin Tarantino. Oui, ou comme on dit Quentin Tarantino, parce que ça va m'arriver de dire plutôt Quentin Tarantino, ou comme dit Christophe Waltz, Quentin Tarantino. Tarantino. Margaretti. Bon, est-ce que après l'indice, je peux juste faire un vite retour au dernier Épisode. épisode sur Jodassin? Qui va nous mener, je crée un cercle qui va nous reconduire vers Quentin. D'accord. En fait, je voulais m'excuser, je te coupe vraiment trop comme je l'ai fait là. Hein. J'ai réécouté l'épisode pour remplir la playlist. Et bien évidemment, on parle au podcast un peu comme au bar, c'est-à-dire on dit des choses et dans le vif du sujet, parfois ils nous sortent des erreurs. Donc, je remarquais que je te coupe trop et j'espère que je peux soigner cela. En tout cas, je te prie d'accepter mes excuses. Mais Mais attends. Mais bien sûr, on fait des erreurs aussi. Donc, parfois, c'est des erreurs où on parle juste à un moment, je dis Bobby Gentry, et elle chante en français, bien sûr, elle chante en anglais. Mais parfois aussi des erreurs de contenu. Donc,
Bien évidemment, mon cher Maxime, Everybody's Talking de Harry Nilsson et de Macadam Cowboy, Oui. et pas, comme je disais, de Butch Cassidy et le Ah Kid. oui, oui. Euh, Musique de film. J'ai confondu donc Everybody's Talking avec Raindrops Keep Falling on My Head, qui Ah, est dans le film Butch Cassidy et le Kid. ok. Deuxièmement, mon cher Maxime, et là je vais nous reconduire rapidement au thème principal de notre épisode, bien évidemment la BO de Psychose et de Bernard Herrmann, comme tu disais, Oui. et pas d'Elmar Bernstein qui a fait La Grande Évasion et des morceaux comme ça. Donc toi tu as dit bien c'est Bernard Herrmann et moi je dis c'est Elmar Bernstein, tu avais tout à fait raison. Mais cette erreur va nous mener au réalisateur d'aujourd'hui, Quentin, parce que Bernard Herrmann, après Psychose, il était le compositeur fétiche de Hitchcock, Oui. un peu. Et après, il a dû faire la BO du film Le Rideau déchiré, Torn Curtain. Ok. Ouais. Mais Hitchcock a refusé sa BO. Et donc parce que Hitchcock voulait quelque chose un peu plus pop. Et du coup, Bernard Herrmann n'a pas utilisé sa BO composée pour Le Rideau déchiré, mais il a publié quand même plus tard, Ouais. sous le titre de Unused Score, donc la BO pas utilisée. Mhm. Et de cet album, Le Rideau déchiré, notre réalisateur a utilisé 2 morceaux dans son dernier film, Once Upon a Time in Hollywood, quand Brad Pitt entre dans la maison sur Spahn Ranch pour Ouais. voir l'ancienne D'accord. propriétaire de Spahn Ranch. Donc, tout cela pour nous reconduire de Bernard Herrmann à notre réalisateur d'aujourd'hui. Oui. Oui, voilà. D'autant en fait que Tarantino utilise une fameuse mélodie de Bernard Herrmann dans le film Kill Bill, avec cette musique qui est sifflotée, Ah, c'est extraite Bernard de Herrmann aussi. Twisted Nerve. Ouais. Euh, Et ça, c'est Bernard Herrmann. Et c'est vraiment très très court comme petite. C'est un petit gimmick. oui. Mais je pense que c'est un des morceaux qui reste le plus en tête quand on est dans l'univers de Tarantino, cette petite mélodie qu'on Ça peut risque, siffloter. Ouais. Oui, ça. Et, D'ailleurs, encore déviation anecdotique, Bernard Herrmann, il a aussi fait le score du film Cape Fear, oui. en français Les Nerfs à vif, Mm. un original qui n'est pas de Hitchcock, mais du style Hitchcock, et qui a été repris par Martin Scorsese au début 90, je dirais, à Oui, peu avec près. De Niro. Oui, Ouais, et ouais. là, Elmar Bernstein a réarrangé la BO de Bernard Herrmann du film original, pour D'accord. le film de Scorsese. La boucle est bouclée. La boucle est complètement bouclée maintenant. Le cercle est fermé, on tourne en rond, quoi. Non, non. Alors, Ah. pourquoi ce choix de Tarantino? Parce que les films de Tarantino, on a déjà fait un épisode sur les BO. Ouais. On a fait James Bond. Ouais. Et il faut quand même dire que les films de Tarantino sont quand même étroitement liés à la musique, non? Donc Oui. la musique joue un rôle en fait. On peut faire un point là. La musique joue un rôle. Il- Ouais, disons qu'il a vraiment une façon très très différente d'aborder ses scores et les musiques de films. Parce que jusqu'à ces films, les derniers films, en fait, il fait pas tellement appel à des compositeurs spéciaux Mm. pour écrire spécialement pour son Oui, film. oui. Et qu'il a eu une tendance tout au long de sa filmographie à utiliser des morceaux déjà composés. Oui. Surtout des morceaux qui viennent de la musique pop, Mhm. rock, soul, Mhm. tout ça, donc plutôt musique populaire. Mhm. Et aussi, en fait, il s'est mis à intégrer petit à petit de plus en plus de musique de films, mais composée pour d'autres films. Oui. Et surtout, d'Ennio Morricone. Je me suis fait justement une liste aussi et je peux trier les choix de Tarantino façon musique en 3 catégories. La première catégorie, c'est principalement au début de carrière le principe mixtape. C'est-à-dire, il choisit ce qui vient de la culture pop-rock, juste comme tu dis, parfois un peu obscur, mais quand même. Voilà, il fait comme un disque mixtape pour nous. La deuxième catégorie, et ça commence un peu à Kill Bill, et c'est très très fort en Inglourious Basterds, quand il se justement sert des compositions d'anciens films.
Ce qui d'ailleurs lui est reproché de temps en temps. Ah Parce qu'il y ouais? a des vrais cinéastes qui disent tu me sors de ce film parce que tu me fais penser à un autre film. Ceux qui connaissent les BO, ça peut arriver. Et Eh oui. la troisième catégorie, c'est la plus rare, mais elle a été faite avec un morceau un peu pop dans Django Unchained, mais aussi surtout dans Les Huit Salopards, The Hateful Eight, où effectivement il a donc eu pour la première fois un compositeur, Morricone, Mhm. pour composer le score complet de ce film. Donc ça, c'est les trois catégories. Mixtape, autre film, Ouais. et maintenant, récemment aussi, sa propre musique. D'ailleurs, je l'ai vu dans une interview là-dessus avec Jonathan Ross à la télé anglaise, où Jonathan Ross, qui est un intervieweur anglais et cinéaste aussi, qui lui a dit arrête de faire ça, je crois qu'il était dans son émission, il a une émission à la télé, il était dans son émission pour, je crois, Inglourious Basterds, justement. Et Jonathan Ross a dit, ils sont bien copains, donc il lui dit, arrête de faire ça. Arrête de mettre des films, des musiques carrément comme ça. Oui, oui. Arrête de même mettre les musiques des films dans ton film, parce qu'au moment où je l'entends, j'essaie de reconnaître quel est ce morceau-là que tu as mis. Oui, oui, Et oui. la réponse de Tarantino était qu'il ne veut pas donner, même s'il l'a fait avec Morricone plus tard, il n'a pas envie de donner un tel pouvoir à un compositeur. Il ne veut pas que le compositeur ait un tel pouvoir sur son film qu'il lui Mhm. attribue toute une BO complète. Il n'aime pas. Il y a ça, et puis il y a le fait d'assumer en fait des citations comme ça aussi fortes, parce que si tu extrais un morceau de musique du Bon, la Brute et le Truand, Oui. et que tu l'intègres Mm. dans un de tes films à toi, ça veut dire que tu te sers aussi du cinéma comme d'un matériau, Oui. en fait. Et tu peux prélever dans le matériau du cinéma, dans d'autres films, quelque chose qui va alimenter ta propre pratique. Ce qui fait déjà sur un plan visuel depuis le début aussi. Il Exactement. emprunte Oui, oui. depuis le début, donc il a juste intégré aussi la musique. Et voilà, le fait de travailler soit ces formats d'image, Mm. soit la qualité d'image, Mm. de travailler tout un langage cinématographique au niveau visuel. Parfois à un point où c'est presque trop autoréférentiel et c'est presque plus pour se faire plaisir. Ouais. Parce que voilà, quand tu vois Death Proof où il essaye il abîme expressement le film pour faire référence à ces vieux films Grindhouse des années 70 et d'un coup il y a la couleur qui part où ça fait des petits Oui, sauts. exactement. Il Ouais. se fait presque plus plaisir à lui que au spectateur. Oui, et je pense il a une espèce de... Il prend comme ça une espèce de distance par rapport aux ambitions que peut avoir le cinéma, en fait, puisque Mm. sa culture, elle s'est faite vraiment par la cassette vidéo. Mm. Donc c'est une culture encyclopédique, Mm. mais il a été un espèce de glouton de tout un tas de films, de genres complètement différents. Mm. Et donc, voilà, il veut pas créer finalement de hiérarchie aussi dans le cinéma. Et ça fonctionne plutôt pas mal, en fait. Oui, et surtout, il est aussi sans compromis. Il fait les films comme il veut les faire. Oui. Et il a eu la chance d'avoir un grand succès dès le début. Comme ça, il n'était pas obligé de faire des compromis parce que d'un coup, il était connu. Peut-être j'ai marqué 2-3 lignes biographiques juste Oui. pour en parler. Par contre, la première chose que je voulais dire, c'est que on parle des chansons dans les films Tarantino et ça va créer des spoilers inévitables aussi parce qu'on va certainement aussi parler de ce qui se passe dans certains films. Donc, si vous ne connaissez pas les films de Tarantino dont on parle, juste un petit warning que on va parler du contenu et éventuellement de temps en temps spoiler des choses qui se passent. Donc, QT, Mhm. né en mars 63 dans Knoxville, Tennessee, mais a grandi à LA. Et justement, il a travaillé dans un vidéoclub très longtemps. Donc, comme tu dis, il s'est imbibé d'une culture de film grâce à son travail au vidéoclub. Et il a très très tôt écrit des scénarios. Et il a vendu très très tôt 2 scénarios.
C'était le film True Romance Ouais. et le film Tueur né Pour Oliver Stone. Oliver Stone, Ouais. The Natural Born Killers. Et grâce à ces 2 scénarios et apparemment aussi le soutien de Harvey Keitel, Ouais. il a pu rassembler un peu de l'argent pour faire son premier film en tant que réalisateur, Reservoir Dogs. Il a fait un total de 9 films parce qu'il compte Kill Bill comme un film. D'accord. Donc ça, Ouais. et il a dit qu'il s'arrête après son prochain, Ouais. donc 10e film, dont on sait pour le moment que éventuellement il va s'appeler The Movie Critic, le critique de cinéma. Ok. J'imagine déjà ce qu'il va faire avec un critique de cinéma. Dans un film, ça crée déjà des images très slash. Apparemment, il y a quelques jours, j'ai lu quelque part, il aurait signé Brad Pitt pour jouer dans son dernier et Ok. 10e film à voir. Donc voilà, étroitement lié à la musique, je tiens à signaler que dans Reservoir Dogs, première scène, c'est Tarantino en tant que... C'est la première voix qu'on entend, c'est Tarantino en tant que Mr. Brown dans le film. Ouais, en tant qu'acteur. En tant qu'acteur, ce qu'on voit régulièrement avec plus ou moins de succès. Dans Pulp Fiction, ça m'a beaucoup plu. Dans Django Unchained, je l'ai trouvé un peu déplacé en tant qu'Australien, mais ça, c'est une autre histoire. Mr. Brown, les premiers mots, c'est « Let me tell you what Like a Virgin is about ». Et il commence à faire tout un discours sur la chanson « Like a Virgin » de Madonna, et que c'est une fille qui apprécie une certaine anatomie chez certains... Oui. hommes. C'est son interprétation. Sans aller, c'est son interprétation, mais quand même, ce film commence avec un discours sur une chanson. Ouais. Et après, tout le film est accompagné par la radio, un DJ à la radio qui accompagne plusieurs scènes de film et on peut l'entendre à la radio. D'ailleurs, un très très bon comique qui est cette voix-là, vieux comique déjà, qui s'appelle Stephen Wright. Si jamais certains apprécient l'humour en anglais, Stephen Wright. Oui. Stephen Wright, c'est un très bon comique qui, il y a déjà 30 ans, a gagné un Oscar pour un short film aussi. Ok. C'est un comique et c'est la voix que tu entends à la radio un peu lente et avec un certain timbre. Voilà, Et moi, c'est le moment où j'ai découvert Tarantino, en fait. Enfin, je me souviens vraiment très très bien d'être tombé sur ce film à la télé par hasard. Mais vraiment, je pense, une des premières fois... C'est ton premier film que tu as vu? Oui, Reservoir Dogs. Et c'est vraiment, je pense, dans les premiers passages télé. Et d'avoir zappé sur les chaînes et d'être tombé sur ce moment-là où il commence à décrypter ces paroles de chansons. Donc c'est une scène complètement loufoque, en fait. Enfin, c'est vraiment une scène novatrice. Oui, et quelque chose qu'on retrouve après régulièrement dans ces films. Les conversations sur des thèmes assez banals. La discussion sur le Big Mac, la discussion c'est... En fait, une prédilection pour toutes les scènes de repas, en fait, en général. Oui. Et des discussions qu'on peut avoir en filmant un moment à table. De repas, ouais. Oui, c'est ça. Et aussi, voilà, de juste essayer de faire une conversation du quotidien qui ressemble presque naturelle entre des personnes, comment ils pourraient parler sans trop mettre en avant l'intrigue à ce moment-là. Oui. C'est plutôt pour établir les personnages aussi. Ouais, d'ailleurs, c'est tellement vrai que c'était mon idée, en fait, de traiter les illustrations pour le podcast, là, avec des références à toutes ces plats qu'on va manger. Oui, the Big Kahuna Burger, ouais. The White Cake, Apfelstrudel. Apfelstrudel, ouais. Oui. L'ai-je bien prononcé? Avec crème, quand même. Et donc, oui, bien sûr, voilà, je vais mettre à la fois, comme pour la vidéo sur YouTube, je mets toujours tout ce qu'on a dessiné et tout ce que tu as dessiné toi aussi, certainement les repas, et je les mets sur Instagram aussi, hein, pour partager un peu. Ouais. Parce que Maxime a fait un vrai travail en se concentrant sur le côté repas. Il va faire un livre un jour, un livre de cuisine Quentin Tarantino. Je suis sûr que c'est déjà fait. C'est pas impossible.
Oui, bon, donc ta socialisation Tarantino commence avec Reservoir Dogs. Ouais, avec cette scène de Like a Virgin. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film qui commence à livrer comme ça une espèce d'analyse euh, ultra, enfin, pas ultra critique, c'est une sorte d'exégèse d'une Ouais. chanson pop Oui, et de la traiter comme si c'était un texte biblique, oui, presque. oui, Donc oui. voilà. Mais moi, mon premier film, je pense me souvenir, a dû être à la télé aussi, mais c'était Pulp Fiction. Vu que Pulp Fiction est passé au cinéma en 94, je pense que ça a dû être vers 96 à peu près que c'est peut-être arrivé sur la télé. Donc j'ai entendu parler bien sûr de Tarantino. Ouais. Et là, c'était la première occasion de le faire. Et moi, je me rappelle, moi, j'étais impressionné par son désordre, par sa façon de raconter l'intrigue en désordre. Ah oui, oui. Et Ouais. ça, en fait, je me rappelle, je pense me souvenir d'avoir pensé, on peut faire ça, c'est possible. Mhm. Tu peux prendre un film et tu le coupes en deux et tu les mixes Ouais. quand... Et la fin devient le début. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et d'un coup, il y a un qui meurt, mais quand même à la fin, il sort tout, voilà, tout joyeux d'un diner à Los Angeles. Alors qu'on a vu 3 scènes avant qu'il s'est fait tuer sur les shots. Ouais. Voilà, donc c'est le fait de pouvoir... Et c'est ce que je veux dire, Tarantino, il fait des films qu'il veut faire. Et quand il a décidé, il veut les mettre en désordre, ben il les met en désordre, voilà. Mhm. Et c'est pas la dernière fois d'ailleurs qu'il le fait. Hein. Il a déjà fait dans Reservoir Dogs, parce qu'au milieu de Reservoir Dogs, il fait un espèce de flashback quand Tim Ross se fait donc briefer. Et c'est une super scène où il commence à apprendre son personnage, son caractère qu'il va jouer en tant que undercover flic. Mhm. Et du coup, il raconte, il commence à se raconter son histoire imaginée sur son personnage, et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et à un moment, il y a une scène qui n'est pas réelle, mais c'est dans sa façon de raconter une anecdote avec des flics de drogue, avec un chien de drogue, je crois, c'est un truc comme ça. Du coup, il fait toujours ses allers-retours dans le film, il explique des trucs rétroactivement. Ouais, il filme des scènes de rêve en fait. Oui. Enfin, il inclut des séquences de ce qui pourrait se passer. Oui. Comme aussi dans Pulp Fiction, Mm. avec cette scène où Bonnie rentre à la maison et trouve les mecs affairés à dégager le cadavre de Marvin. Il nous apprend le conflit en fait. Donc ce qu'il faut éviter, comment dire, c'est quoi ce joli mot français qui l'enjeu. L'enjeu. Ouais. Il nous fait comprendre l'enjeu de la situation. Donc du coup, voilà, si Bonnie découvre que c'est un entrepôt de corps, je vais pas plus loin que ça, mais voilà, que si Bonnie le découvre, c'est pas bien. Non. The Bonnie situation. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu dirais si on présentait les 5 chansons qu'on a choisies? Est-ce que tu veux pas parler des 3 mentions honorables d'abord? Non. On peut présenter aussi déjà les 5 chansons, mais... Oui, alors présentons les 5 chansons. Alors, donc les 5 chansons. Donc je rappelle... 5 en chiffres. Pardon, je te coupe. Non. Comme d'habitude. Les 5 chansons choisies, c'est un numéro 1 Spotify qui n'existe pas parce qu'on a choisi un thème et pas un artiste. Donc du coup, on va expliquer pourquoi on a choisi ce morceau-là quand on en parle. Mais donc ce qu'on considère le morceau un peu emblématique, c'est donc Misirlou de Dick Dale and the Dale Tones. Donc Maxime... Tu m'as soumis quoi? J'ai dû te soumettre Apple Blossom et Stuck in the Middle with You. Ok, et moi je t'ai soumis Ancora Qui de Elisa et Ennio Morricone, un compositeur. Donc je crois notre première chanson italienne dans le podcast, ça doit être une première. Ouais. Et je t'ai mis Cat People de David Bowie, Putting Out Fire with Gasoline. Oui. Voilà. Dont nous allons discuter. Et on a décidé de faire 3
mention honorable qu'on ne s'est pas soumis, donc à voir si l'autre les connaît ou si on a peut-être même choisi les mêmes, on ne sait pas. On a dit, allez, on parle rapidement chacun trois, parce qu'il y a quand même un choix très vaste à faire et on a dû, à un moment, trancher. Ouais. Néanmoins, on a dit, allez, on fait 3 petites chansons. C'est tellement tranché que j'en ai mis 4. Je je vais en choisir une. En parlant, je vois qu'il y a 4. Je dis, c'est pas numéroté, ce Maxime. Allez, bon, est-ce que tu veux commencer avec un? Oui, bien sûr. Vas-y. La chanson Bang Bang. Bang, bang. My Baby Shut Me Down. Oui. Donc Kill Kill Bill. Ça, c'est Kill Bill, oui. Ouais, elle est chantée par Nancy Sinatra. Dont on a déjà parlé dans ce podcast aussi. Oh, dans James Bond, épisode 4 de la saison 1. Exactement. Un morceau chanté par Nancy Sinatra. Mm. Donc en fait, oui, j'ai découvert aussi que... Je pensais vraiment que cette chanson, c'était celle de Nancy Sinatra, mais elle a été composée par Sonny and Cher. Ah, je ne savais pas. Et là, en fait, en 66. Et donc, Nancy Sinatra l'a reprise vraiment dans la foulée, la même année. Je l'ai choisi parce que... Bon, c'est pas tellement que j'ai vu beaucoup Kill Bill. C'est vraiment celui que j'ai vu le moins. Mais cette mélodie à la guitare avec la reverb, le trémolo, ce son de guitare surtout, bon, je me répète, mais le son de ces guitares, en fait, dont je suis amoureux. Oui. Pour ça. En fait, comme toi, Kill Bill, je l'ai vu une seule fois. Comme j'ai que vu Jackie Brown, et en préparation, j'ai quand même vu beaucoup de films, 6 et demi, pour être honnête. Donc j'ai presque tout vu, sauf Jackie Brown et Kill Bill, et aussi parce que c'était pas forcément disponible sur les sites streaming pour regarder facilement. Oui. Mais je me rappelle avoir bien aimé Kill Bill aussi. Je pense que Kill Bill a fait revenir aussi cette chanson-là sur le devant de la scène. Oui. Bon, c'est comme plusieurs chansons d'ailleurs. Oui, aussi, c'est pas une chanson qui avait tellement disparu. Elle a été reprise par Dalida, elle a été reprise par Sheila. Enfin bon, plein de gens l'ont reprise, mais Kill Bill l'a vraiment remise actuelle. Oui. Et comme il a fait avec Dick Dale, on va en parler. Hein. Et par rapport à l'histoire, en fait, elle correspond vraiment bien à l'histoire de Kill Bill. Oui. Par rapport aux paroles. Ok. À remarquer que voilà, très souvent, il y a un lien avec l'intrigue dans les chansons. Mais okay. Tout sera dit. Tout sera dit. Bon, à toi. Django, la chanson Django, donc du générique de film original. La chanson qui fait Django. Qui est de Luis Bacalec, qui est un compositeur argentin d'origine et qui est chanté par un monsieur qui s'appelle Rocky Roberts, qui chante quand même merveilleusement cette chanson. On dirait que c'est Elvis en fait. Le crooner. Oui. Ouais. Alors, au début, je pensais que je pensais pas que c'est Elvis parce que ça se saurait. C'était mieux qu'Elvis. Mais je trouve que presque peut-être parce que la voix, elle est vraiment super. Donc Django, le film de 1966 et qui a les débuts qui est assez pareil avec le Django Unchained. Tout est en rouge, les lettres sont en rouge, le générique, et Django traîne donc un cercueil. Dans le désert, dans le cercueil, il y a une mitraillette, d'accord, ça s'apprend là. Désolé, je spoilais aussi le film Django pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc ça commence, on est très intrigué parce qu'on se dit mais c'est qui dans le cercueil, mais en fait c'est pas c'est qui, c'est quoi, c'est une mitraillette. Et donc et il le traîne dans le désert. Et en parlant de la culture cinématographique de Quentin Tarantino, il existe, parce que Django a jamais été un non protégé, un personnage protégé. Oui. C'est pour ça, dès que Django a eu du succès en 1966, il a déclenché une vague des films Django, à un point qu'ils ont pris parfois n'importe quel spaghetti western, ils l'ont renommé Django. Ok. Il y a une super vidéo sur YouTube qui s'appelle All Django Movies, qui recite ou qui mentionne 85 films qui reprennent le mot Django dans le titre. Parfois, c'est même pas des westerns. Parfois, c'est des films avec Franco Nero. Ouais, c'est Django et les extraterrestres. Oui. Django se marie. Presque à ce point. Django à New York. Ok, on a compris. Je crois qu'on a compris la référence.
Voilà, ou des films avec Franco Nero, mais Franco Nero ne joue pas du tout Django dans ce film. Il y a un autre qui se fait doubler Django. Le grand Donc, Django avec une chaussure noire. Bon, j'arrête là. quand j'étais quand j'étais ado, il y avait une blague qui est même pas rigolote, mais je la raconte quand même. On a toujours fait des phrases avec Django fait pas ça, Django a ça. Et donc on a utilisé Django, même si j'ai jamais vu des films Django. Et le plus célèbre qu'on avait toujours, c'était Django zahlt nicht, Django hat Monatskarte. Ça veut dire Django paye pas le bus, il a un abonnement mensuel. C'est n'importe quoi. Donc c'était parce que Django est cool, tu vois, mais Ouais. Django ne paye pas, il a un abonnement mensuel. C'est un peu comme Chuck Norris aujourd'hui. Ouais. Ouais. C'est un peu comme Fonzie aussi. Oui. Il est comment Fonzie? Il est cool. Exact, correctamundo. Voilà, donc Rocky Roberts, un chanteur d'origine italienne, américo-italien, on dit Oui. ça. Et mort à Rome. Aussi, Luis Bacalov est déjà mort, qui est toujours un peu dans l'ombre de Morricone, mais qui a fait aussi plusieurs spaghetti western. Eh oui. Voilà, Django. Mention 1 Ouais, mon deuxième morceau, Across 110th Street. de Bobby Womack. Yeah. C'est Jackie Brown, ça? C'est sur Jackie Brown. Oui. Et vraiment, oui, quand on a fait notre liste. liste Je me rappelle, de c'était 10 sur ta morceaux liste. Mhm. pour choisir le premier morceau. Mhm. Donc, J'avais dit 5 morceaux, mais Ouais. quand je dis 3, tu mets 4, donc c'est un peu ton style. Et je m'étais dit, Misirlou va arriver en numéro 1, c'est sûr, on se connaît bien. Mais vraiment, j'aime beaucoup la BO de Jackie Brown parce que ça nous emmène vraiment dans cette atmosphère soul des films des années 70, de la Blaxploitation. Oui, Ouais. tu l'as bien dit. Et c'est vraiment... La Blaxploitation. Oui. Exploitation. Et le personnage de Jackie Brown, je l'aime beaucoup parce qu'elle elle est vraiment en lutte. En fait, elle se débat grosso modo, entre le bien et le mal. Et elle cherche un moyen de s'en sortir. Physiquement, mais de s'en sortir aussi dans la vie. De trouver sa place de femme là au milieu. De femme qui a entre 40 et 50 ans, je veux dire. Et vraiment, ce morceau de Bobby Womack, il lui correspond bien. Puisqu'il décrit un personnage qui n'a pas le choix, en fait. Qui doit se débrouiller, en fait, entre quartier pauvre et quartier riche, en fait. Cette rue, en fait, elle sépare Harlem d'un quartier plus riche à New York. D'accord, ok. Donc c'est ça, c'est une rue comme une frontière. Donc lui, il est à la limite, et quand il franchit cette limite, c'est pour essayer de ramener de l'argent à sa famille, quoi. D'accord. Ça va donc être à la fin de Central Park où ça devient Harlem après. Ouais, ça, je pense. Ouais, à peu près, ok. À toi. Donc deuxième choix, c'est Down in Mexico, des Coasters. C'est dans Death Proof, donc Boulevard de la Mort. Ouais. C'est une chanson du groupe doo-wop des Coasters. Ouais. Qu'on connaît par exemple de Yaggedy Yak. Yaggedy Yak, Oui. Don't Talk Back. Et aussi d'un morceau dont je pense qu'on en a déjà parlé, je ne sais plus dans quel contexte, Smokey Joe's Café. Je ne sais plus si je l'ai juste découverte. Est-ce qu'on n'a pas parlé des Coasters comme peut-être une chez Paul influence... Simon. Si, ouais, c'est ça. C'était parce que peut-être il citait ce groupe dans la chanson René Magritte. Oui, c'est ça, René and George Magritte, Ouais. With a Dog After the War. Ouais. Où je me suis demandé pourquoi il parle des pingouins au début, et tu m'as bien expliqué que c'était un groupe de doo-wop. Doo-wop. Voilà, donc c'est dans le film Death Proof. C'est une chanson de 1956, mais dans le film, il utilise un réenregistrement de 1973. Tu l'as en tête là ou pas du tout? Pas du tout. Ok, bah elle est un peu représentative de toutes ces chansons rock, R&B qui nous fait connaître un peu obscur. Ça commence avec un saxophone très sale qui fait très bar. Et ça joue justement dans un bar, dans un chili bar. Et ça chante donc. Il y a des castagnettes aussi parce que la chanson parle d'un autre bar au Mexique. Donc c'est un peu une de ces chansons qui nous fait découvrir qu'on n'a pas forcément nous-mêmes sur le radar.
Mais voilà, c'est une belle petite chanson elle fait un peu comme, tu connais Minnie the Moocher de Cab Oui. Calloway dans, Ouais, ouais, dans, ouais. dans Blues Brothers. Oui, C'est un peu le même style, mais un peu plus gritty, un peu plus sale d'accord. dans le style. Et je dois avouer ma faiblesse aussi parce que cette chanson est jouée quand la très jolie actrice Vanessa Ferlito, Butterfly dans le film Death Proof, Ouais. fait un lap dance pour Kurt Russell. Ah oui, Elle d'accord. met dans un jukebox Ouais, et ce elle moment. commence sa danse à la jukebox. Et Ouais, ouais, ce ouais, moment-là. elle Et- meurt une mort atroce tout à fait après, pas longtemps après, tuée par Kurt Russell et sa voiture Death Proof. Elle Ouais, se fait rouler le pneu de la voiture de Kurt ouais, ouais. Russell enlève plus ou moins le visage. Ouais, ouais, C'est ouais. très trash. Ouais, oui. Mais voilà, jusqu'à là, elle est très très belle et sa petite lap dance, je peux pas m'empêcher à apprécier. Je suis comme ça. Voilà. Je suis juste un faible humain. Mon troisième morceau. Vas-y. Alors, j'aurais pu choisir Chick Habit, la version créée par April March. Mhm. Qui Là, est... là, j'ai rien, ça me déclenche rien pour le moment. C'est Kill Bill aussi? C'est dans... Non, non, c'est dans Death Proof. Ah, ok. C'est la Bon. musique qui est au générique de fin. C'est la reprise, en fait, du morceau de France Gall, Ok. qui a été Oui, composé par Gainsbourg. oui. Donc, Laisse tomber les filles en français. Oui, ça je sais. Laisse tomber. Et ça passe en français après aussi dans le même générique. Aussi, ouais. En fait, Elle, je crois qu'il met les deux. elle la chante en anglais et en français. Ah oui, c'est ça. Ok, oui. Mais, Donc je connais, oui. mais donc, parce que j'aime beaucoup ce morceau chanté par France Gall, mais j'ai préféré quand même un morceau d'Ennio Morricone qui D'accord. s'appelle Neve, qui est D'accord. tiré du Eightful Eight. Ok, Ok. donc c'est ce qu'il a. Bon, apparemment, il a eu déjà quelques morceaux dans le placard, je lu. Oui. C'est pas qu'il a tout composé pour Tarantino Oui. parce qu'il avait pas. Tarantino était un peu trop vite. Mais c'est un morceau... Mais c'est pas le générique du début. Non, Parce que ça, j'adore, moi, ouais. ce morceau-là. C'est un morceau qui est assez envoûtant, avec pas mal de violons, Mm. beaucoup de violons, qui me faisait penser au morceau qui est dans The Good, The Bad, The Ugly, Mm. qui se passe dans le désert. Et en fait, autant il y a un désert de sable, Mm. C'est un désert dans de le neige. bon... Ouais, c'est un désert de neige. Et c'est un très très beau morceau. Moi, j'ai bien apprécié aussi ce générique en général. Peu importe s'il a tout composé ou s'il a sorti. En tout cas, c'était original, hein, c'était Oui. pas sorti avant. Et le générique des débuts, justement, en parlant de Bernard Herrmann, me fait penser beaucoup à un peu un score Hitchcockien. Tu vois, Oui, oui, oui. j'aime bien la musique qui était composée. Avec les cordes plutôt utilisées de façon rythmique. Oui, Ouais, oui, oui, oui. oui. Ouais. Mais aussi pour créer un peu des sensations. Et toi, ton troisième morceau? Mon troisième morceau, c'est le groupe que j'aime depuis toujours. C'est The Rolling Stones avec Out of Time, Ah oui, c'est qui fait un peu l'introduction de la dernière partie de Once Upon a Time in Hollywood. Je trouve Once Upon a Time in Hollywood pas très réussi au niveau de la musique, pour être honnête. Je trouve ça parfois un peu générique. Les morceaux, ça pourrait être Forrest Gump aussi, tu sais, Mamas and Papas. Je trouve qu'il n'y a pas trop de pépites. Il y a juste le moment où il utilise le morceau de Oui. de Bernard Herrmann sur la scène de Spahn Ranch, qui déclenche parce que c'est très mal. Cette scène était mis un peu mal à l'aise parce que Brad Pitt il Oui. longe un couloir très étroit. Il fait un Dodge angle, donc tu vois la Ouais. caméra elle est un peu décalée. Et il y a cette musique, et ça marche bien. Et après, il utilise toute la chanson Out of Time des Rolling Stones pour les préparations du soir où vont se dérouler les événements principaux de l'attentat de Manson Family prévu. Oui, oui, oui. Ouais. Et ce morceau-là est vraiment utilisé dans toute sa longueur. Ça commence d'ailleurs sur l'aéroport de Los Angeles. Dans le même couloir, il y a Jackie Brown, avec des couleurs Oui, oui, différentes, oui. avec Ouais, des carreaux. ouais. Et avec Leonardo DiCaprio et sa femme italienne. Oui, qui reviennent. Oui. Et après, tu vois Sharon Stone qui se prépare pour la soirée. Tu vois les deux mecs qui se préparent pour la soirée et ils utilisent tout le morceau. Et tu sais, j'aime bien les Rolling Stones.
Ce qui est rigolo avec Out of Time, c'est la version corde qu'ils utilisent, qui n'est pas du tout vraiment les Rolling Stones. En fait, elle était écrite par Jagger Richards. Ouais. Il existe une version enregistrée par les musiciens de Rolling Stones, donc je crois une marimba de Brian Jones en introduction, et pas des cordes. Mais en fait, Mick Jagger avait proposé cette chanson à un chanteur qui s'appelle Chris Farlowe. Et il a donc... Chris Farlowe a enregistré cette chanson. Mais après quelques années, l'ancien manager des Stones a sorti un album qui s'appelle Metamorphosis. Il a pris le démo avec la musique de Chris Farlowe et la chanson, les chants démo de Mick Jagger, en fait, pour la proposer à Chris Farlowe. Bon, c'est un peu une longue histoire. Ce que je veux dire, que c'est dans cette chanson, il n'y a aucun musicien des Stones qui joue. Le seul qui est vraiment des Stones dans la version qu'on entend, c'est Mick Jagger. Tout le reste, c'est les musiciens de studio, parce que c'était pour la version d'un autre chanteur. Et je peux même te dire, un de ces musiciens de studio qui participe à Out of Time, c'est notre célèbre Jimmy Page. Ah oui. Oui, qui est dans cette version-là. Donc, en fait, elle est vendue Stones plus tard par le manager ancien Alan Klein des Rolling Stones, mais elle n'est pas vraiment une chanson des Rolling Stones. Tiens. Mais une très belle chanson quand même, qui prépare très bien cette fin de... C'est d'ailleurs un fil rouge dans tous les morceaux que je choisis. C'est un petit break long dans les films pour préparer quelque chose. C'est une mise en place en fait. D'accord. Ouais. Point de vue intéressant. Allez. Est-ce qu'on va donc passer aux 5 chansons de 5 en chiffres. Misirlou. Dick Dale and the Daytones. Ouais, donc c'était la chanson évidente. C'était un peu là, oui. Bon, ça aurait pu être aussi Girl. Ouais. You'll Be a Woman Soon. Mais bon, c'est le film qu'il a mis sur... Donc, en fait, en préparation, vu qu'on ne peut pas regarder sur Spotify le numéro 1 de Quentin Tarantino, parce que ça n'existe pas, on s'est dit, on fait une petite liste. Et du coup, sur cette liste, on a eu beaucoup de points en commun. Donc, on a par exemple eu You Never Can Tell de Chuck Berry. Qu'est-ce qu'on a eu ensemble aussi? Moi, c'est déjà ça, je pense, plus ou moins. Mais voilà, on a tous les deux eu Misirlou de Dick Dale and the Daytones. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment ce film qui l'a mis qui révèle attention. cette chanson. Ouais. Et c'est le début. Je pense qu'elle est aussi beaucoup reprise après dans des tas d'autres films d'action avec plus ou moins de bonheur, hein, mais comme une référence, là, cette fois-ci, pour essayer de grappiller ce qui fait le côté... Enfin, le style, la manière de Tarantino, quoi. Et donc, avec moins de bonheur quand c'est des films comme Taxi. Mais... oui. Bon. Après, voilà, c'est aussi... De toute façon, dès que Tarantino est arrivé sur scène, il y a plein de films qui l'ont cité aussi dans le style. D'un coup, il y avait plein de films qui ont fait des allers-retours dans les trigues. Il a vraiment créé des standards aussi pour un certain temps. Alors, Dick Dale and the Daytones, c'est de 1962. Oui. Il est mort en 2019, Dick Dale. Ouais. Donc, est-ce que tu étais... Moi, j'étais étonné quand j'ai fait la recherche. Pour moi, Misirlou, moi, j'étais persuadé que c'est comme un nom affectif, un surnom à quelqu'un, comme un Mrs. Lou, un truc comme ça. Ouais. Et j'ai pas du tout fait la liaison qu'en fait, c'est une vieille chanson orientale. Ah oui, moi j'ai été étonné de voir que c'était un morceau qui avait quasiment 100 ans, quoi. Parce que... Oui, et en fait, je connaissais ce morceau. Ah oui. Tu le connais. Quand tu regardes, si tu as vu un film en noir et blanc, un vieux film, et tu as une scène qui joue dans le désert, tu as toujours eu la 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 la. Oui. Avec des pyramides, des palmiers et tout ça. Et c'est cette chanson-là. Avec un tempo plus ou moins lent et tout ça, exactement. Oui. Et ça m'a jamais... J'ai jamais fait la liaison. Excuse-moi de faire déviation. Il y a 2-3 jours, j'ai écouté un podcast sur James Bond, encore une fois. Et il y a un mec qui dit sur ce podcast, j'ai toujours vu Opération Tonnerre et jamais plus jamais, et j'ai jamais compris que c'est le même film. Parce que c'est le même film, en fait. C'est une reprise de l'ancien film. Et il a dit, j'ai toujours regardé les deux quand j'étais enfant.
Et j'ai juste récemment pigé que c'est le même film, en fait. Et du coup, j'ai la même chose avec Missy Lou de Dick Dale et le vieux thème oriental qu'on a déjà dû entendre. C'est un peu comme, excuse-moi de tomber dans le cliché, ce truc Missy Lou, c'est un peu comme quand tu as un truc chinois et ça fait ta-da-da-da-ding, ta-da-ding-ding-ding. C'est un peu ce truc-là, tu vois. Ouais. Mais du coup, cette reprise à la sauce surf music, elle se prête. On voit bien en fait qu'elle dérive de ce morceau oriental, repris aussi par des compositeurs grecs. Parce qu'en fait, dans cette musique orientale, la musique grecque, il y a beaucoup d'instruments à cordes doublées, comme les Grecs ont un petit instrument qui s'appelle le baglama, qui est à 3 cordes doublées. Les Turcs ont le saz. Et en fait, on voit bien que la mélodie sur ces instruments-là est souvent jouée sur une seule corde, et doublée. Et c'est ce que fait Dick Dale, en fait. C'est qu'il joue la mélodie. Enfin, ce morceau, il est joué sur une seule corde. Oui. Soit le mi grave, soit le mi aigu pour ceux qui jouent de la guitare. Mais... Et est-ce que tu connais la particularité des cordes mi grave et mi aigu de Dick Dale? Est-ce que tu as regardé une vidéo de Dick Dale jouant le truc? Non. Mais moi, oui. Et j'ai remarqué quelque chose. Je donc regardé quand il joue live Missy Lou. Et tu as donc le début. Mais il a ses mains en bas sur la manche. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi la main est en bas? Est-ce que je vois mal? Est-ce que c'est la qualité de la vidéo? Et du coup, mais pas du tout. Il était gaucher. Et il a fait comme Hendrix. Il a pris une guitare parce qu'à l'époque, ça a dû être cher et difficile à avoir, une guitare pour les gauchers. Mais il a même pas, comme Hendrix, changé l'ordre des cordes. C'est-à-dire, chez Dick Dale, le mi grave était en bas et le mi aigu était en haut. Ok. Donc, en fait, il a joué les guitares à l'envers. Alors, Hendrix avait son mi grave en haut quand même. Oui, c'est ça que je veux dire. Donc, les deux ont pris une guitare... une guitare droitier. Oui. Ils l'ont tourné, mais Hendrix, il a changé l'ordre des cordes. Alors que Dick Dale, il a laissé les cordes comme sur la guitare classique. Donc, du coup, quand il fait ça, le début, il joue tout en bas sur la manche, comme si c'était un mi aigu. C'est assez intéressant. Ouais, c'est assez rare. Il y a quelques guitaristes en fait qui apprennent la guitare en gaucher sans changer les cordes. Et du coup, oui, évidemment, tous les accords sont inversés, mais ça produit un son vraiment particulier. Oui. Parce qu'il a la place en bas aussi. Il va pas déranger les autres cordes, peut-être c'est ça. Et puis l'attaque est pas du tout la même, quoi. Donc, mais bon, c'est un morceau qui... Enfin, je suis content de voir qu'il a 100 ans et que c'est issu d'une espèce de... Et qu'on en parle toujours. Et qu'on entend toujours. Ouais, qu'il y a une espèce de tradition de la musique comme ça qui serpente. Donc, au niveau de catégorie, c'est de la surf music, le surf rock, qui a eu son paroxysme entre 1960 et 65, à peu près. Donc, on connaît le surf rock qui est plutôt instrumental, comme Dick Dale, Fender Stratocaster, réverbération. Oui. Et on a du surf pop aussi, qui est plutôt avec les harmonies, les chants. Les Beach Boys. Les Beach Boys étant les plus connus. Et Dick Dale est considéré quand même un des pionniers du surf, de la surf music. Et pas le seul morceau surf music dans le film. Non. En fait, je me suis posé la question de pourquoi il y a autant de musique surf dans Pulp Fiction. Et, tu as une réponse? Ça se passe à Los Angeles. Oui, peut-être. Ouais. Déjà. Et après, il y a aussi comme une ambiance d'un film qui pourrait aussi se passer dans les années 60 finalement. Peut-être on pourrait carrément le transposer dans les années 60 et que les codes entre les gangsters ou je sais pas quoi font comme une sorte de code qui a déjà disparu en fait. En fait, j'y ai pensé hier parce que j'ai regardé un peu le début de Pulp Fiction, je n'avais pas le temps de le finir, mais j'y pensais qu'il y a un seul moment, c'est quand John Travolta appelle le dealer. Parce qu'il arrive avec la fille qui s'est shootée en héroïne en pensant que c'est de la coke. Oui. Et du coup, il appelle de sa voiture. Ouais. Et
Je suis pas sûr, mais je pense que c'est le seul moment où il y a un portable, Ah oui, un téléphone oui. portable. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'à part ça, je crois que peux vraiment prendre l'intrigue et la mettre 20 ans en arrière, elle fonctionne autant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup marchent dans les films contemporains, tout marche avec un portable, donc le niveau de l'information n'est pas le même. Hein. Donc là, c'est le seul moment où ça fait carrément 90 avec la petite antenne qui sort. Mhm. Mais à part ça, il est assez sans période. Hein. C'est un film de gangster. Ouais, ouais, mais tu vois le duo Samuel Jackson, John Travolta, en fait, Mm. bon, leur costume, en fait, ça parle pour eux, en fait. Mm. Ils sont d'une autre époque Mm. et en fait, ils sont aussi en écho à Reservoir Dogs, Mm. mais je pense qu'ils sont aussi surtout en écho à des films français, des films noirs français Mm. comme ceux de Jean-Pierre Melville. Je pense qu'il y a des citations du Samouraï chez Tarantino, où Alain Delon est tout le temps comme ça. C'est un tueur à gages, mais en costume noir avec une cravate. Tu sais que normalement, dans l'univers de Tarantino, Vincent Vega, c'est considéré le frère de caractère de Michael Madsen en Reservoir Dogs, D'accord. qui fait la torture, Ah oui, qui s'appelle Vega aussi, d'ailleurs, et j'ai oublié le prénom. C'est un Vega, en fait. d'accord. Ouais, ouais, En ouais. fait, il paraît qu'il voulait tout d'abord donner... En fait, il voulait aussi Michael Madsen dans ce rôle-là, qui a refusé. Et donc, du coup, il a mis Tarantino, et donc il a changé Travolta. le prénom. Ouais. Il a pris Travolta, merci. Du coup, c'est des Vega Brothers, en fait, parce que les deux s'appellent Vega dans les deux films avec un autre prénom. Ouais, ouais, ouais. Et ils sont considérés frères. Donc, voilà. Mais effectivement, ça fait référence à Reservoir Dogs aussi. Et justement, c'est comme les Blues Brothers. C'est le costard blanc-noir qui est sans Ouais, c'est époque. ça, hein. C'est sans C'est époque. ça. Il utilise dans le film aussi très malin, c'est le générique de début. Exact. Mais en fait, parce que là aussi, tu as le début très long dans le diner où Pumpkin et Honey Bunny. Comment il s'appelle en français? Pumpkin et Honey Bunny. Lapin en sucre. Voilà. Et Pumpkin. Ouais, je sais Trognon. Non, c'est pas ça. Je crois, j'ai pu voir ça dans les sous-titres peut-être. Bref, c'est quand même. Il parle d'un braquage, mais c'est tout cool, pas. Oui, oui, oui. tout lent. Ouais, ouais. Interaction sympathique avec la serveuse. Et d'un coup, bon, let's do it. Et d'un coup, il se jette debout. Ouais. Et elle est d'une vulgarité. D'un coup, I will kill every motherfucking one of you. Amanda Plummer, d'un coup, ça part de 0 à 100. Ouais. Et d'un coup, il y a la musique qui reprend à 100 aussi. Hein. D'ailleurs, j'aime dans la musique que c'est pas que la guitare qui est un peu énergétique. Oui, oui, oui. Il y a aussi le piano, il y a la trompette. Donc, c'est vraiment... d'un coup, ça va de 100 à 0 et ça te met en garde un peu que voilà, à Tarantino, il y a deux vitesses, quoi. Il y a du saxophone dans Misirlou. Soit c'est un saxophone, une trompette. Oui, saxophone peut-être. Ouais, ouais, ouais. Oui. Il y a beaucoup de Un peu à saxophone la- à dans la- ces... Ça fait un peu à la mexicaine, je trouve. Ouais, oui, oui. Ouais. Ouais, ça pourrait être mariachi, hein. Oui. D'ailleurs, ça a dû être pris de façon mariachi. Bon, c'est pas la peine de parler des... Oui, mariage, oui, peut-être. C'est pas la peine de parler des paroles? Ah. Non, 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 moi je... Tu te les as imprimés? Non, moi je pensais aux paroles de Misirlou, l'oriental, Ah non, oui. Qui- Ça veut dire? qui évoque: Ma Misirlou, tes yeux doux ont allumé une flamme dans mon cœur. Voilà, C'est bien quand même. voilà. Et Miselou veut dire... Parfois c'est écrit misir, parfois miserlou. C'est Oui. comme ça avec l'arabe, bien sûr aussi, je oui. présume. Mais ça veut dire l'égyptienne, si j'ai bien compris. Exactement. Ouais. De tes deux lèvres coule du miel, ma folle Misirlou aux yeux noirs. Ma vie change en un baiser de ta petite bouche sucrée. En fait, là, j'ai l'impression que C'est Honey Bunny. C'est le lapin sucré. Là, on est au-delà de la volonté de Tarantino, mais en fait, on voit Travolta avec Mia Wallace. Oui. Donc, Oui. c'est un écho qui est peut-être pas voulu, mais voilà, comme la chanson vient en se télescoper, peut-être. Saxophone, je me suis marqué, donc je pense que c'est plutôt un saxophone, tu as Ouais, raison. ouais. Des Deltones, mais les Deltones, c'était juste le groupe C'est un groupe. pour mettre Dick Dale en scène. Hein. Eh oui. Bon, ah oui, je voulais juste dire, et c'est quand même, si tu parles stratégiquement du placement, il faut quand même dire que le film fait du book ending, donc les premières pages, dernières pages, parce Oui. qu'il se termine aussi sur la surf music dans le même diner. Hein. Oui. Donc quand ils sortent, Oui, oui. c'est Surf Rider.
C'est Ouais, le c'est morceau ça. Surf Rider, The Lively Ones, c'est le groupe qui fait ça. Donc tu as quand même aussi un peu voilà, une clôture Ouais, ouais, ouais. avec les deux gars qui sortent. Moi, j'ai en tête le morceau Surf au moment où Bruce Willis et Ving Rhames Hmm. sont prisonniers là dans la cave du magasin et que il y a la moto bécane de Zed. Z. Un Who's chopper, un Z? chopper. Z is dead. Chopper. It's a Ouais, chopper. ouais, il y a beaucoup de musique surf, beaucoup de saxophone qui est bien Hmm. growl, c'est-à-dire vraiment très très gras. Hmm. Oui. Et, et j'avais pas percuté à quel point c'était présent cet instrument, mais c'est pas pour me déplaire, tu le sais. Non, non, je sais que le saxophone. Je vous conseille d'abord notre épisode Ouais, oui. saxophone, épisode 8 Ouais. de la saison 1. Ouais. Parce qu'il y a Euh, bientôt un épisode 2 sur le saxophone en Oh. préparation. Non, non, pas du tout. J'irai pas Passons à jusque-là. notre deuxième morceau si tu veux bien. Passons au deuxième morceau. Qu'est-ce que tu veux? Euh, On commence vas-y, avec décide. Stuck in the Middle, peut-être. Oui, allez, Étant vu, c'est son Ouais. premier film alors. exactement. Donc, Maxime, tu m'as soumis Stuck in the Middle with You de Steelers Wheel de 1973. Oui, Qui est, si vous voulez une vraie bonne introduction de ce morceau, mais vous écoutez, vous regardez le film parce qu'il y a Kay, comment il s'appelle? Kay Billy Bob? Attends. Kay Billy Supersound of the 70s, il introduit la chanson, ouais, ouais, ouais. l'appelant une bubblegum pop dylanesque. Exactement, ouais. Voilà. Ouais, voilà. Pourquoi? Moi, oui, c'est évidemment un morceau qu'on peut pas enlever en fait de la filmographie de Tarantino en fait. Par rapport au moment où ça apparaît dans le film, ce qui s'y passe. Scène très Ouais, dure, ouais. à un point Et- que même Tarantino prend la caméra et il la met sur le côté. Donc, Ah oui, ouais, ouais. parce que voilà, la scène la plus dure de ce film, de la torture. Et les- Et à un moment, même la caméra, C'est comme, filmé hors champ? oui, voilà. D'accord. Quand il coupe l'oreille, la Oui, caméra oui, montre oui. le couloir en haut. Et après, il revient Ouais, j'avais en pas image fait gaffe avec à ça. l'oreille dans la main. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, il y a un tel contraste en fait entre la scène de torture et puis ce morceau pop. C'est plutôt léger. Ça raconte l'histoire d'un mec qui a l'air déjà de planer. Regarde le mot que j'écris là. Vertical, tu sais le lire? Non, pas à l'envers. Contraste. Contraste. Voilà, contraste. Effectivement. Et donc voilà, j'étais étonné de voir que derrière cette chanson, il y avait Jerry Rafferty. Jerry Rafferty qui va être l'auteur de Baker Street, dont on a Ah, aussi parlé. ça se débarrasse pas du saxophone là. Non, Je non, savais non, pas je savais pas que c'est lui. c'est ça. Effectivement, le groupe, c'est un groupe écossais. Oui, C'est bon, étonnant, hein. même si Kay Billy dit c'est bubblegum pop, Oui, oui. elle est plutôt dans le folk rock un peu. Et c'est un groupe de courte durée, Hmm, 72 jusqu'à 75, avec certains membres qui sont déjà sortis plus tôt. ouais, Mais principalement, c'est Egan and Rafferty ouais. et beaucoup d'autres. Mais dans la vidéo, par exemple, il existe une vidéo de cette chanson Ah oui, je l'ai regardé, ouais. où c'est Egan qui chante alors que c'est... Donc, Rafferty, il a déjà quitté le groupe. Oui, c'est ça. Et donc, c'est Egan qui chante le morceau de Rafferty. Rafferty est revenu plus tard. Bon, c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave. Mais elle est super sage, cette chanson. Elle est super... elle coule douce, quoi. Tu coules doucement. Oui, 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 c'est vraiment une chanson pop, mais vraiment orientée country quand même, Oui. avec la guitare slide, Oui. évidemment, mais surtout Et peut-être... la cobble. Et peut-être aussi la slide, elle est aussi très sage. Elle fait pas Oui, oui, oui. des grosses... des saletés, c'est reste assez sage. Tu sais qu'elle me fait penser à la chanson, si tu connais All I Wanna Do Is Have Some Fun de Sheryl Crow. Ouais, ouais, ouais. Oui, elle est Ouais, un ouais. peu dans le même style, du rythme aussi avec la slide, très sage. Je présume elle est un open quelque chose aussi, la chanson. Ben ouais, je sais pas. Open En D ou... tous les cas, ouais, c'est étonnant de voir que c'est une chanson. Oui, c'est des Écossais qui en 73 rêvent des Mhm. États-Unis, je pense de Dylan, de Neil Young, ce genre Moi, d'ambiance j'ai à jamais la fait- Harvest.
J'ai jamais fait la référence à Dylan quand j'ai entendu cette chanson, mais Kay Billy. En fait, Kay Billy le fait quand même. il le présente comme ça, elle est présentée comme une sorte de... presque avec un côté parodique au niveau des paroles, parce qu'il évoque... il évoque un Joker, il évoque un clown, et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui pouvait apparaître dans les morceaux, tu sais, un peu surréalistes de Dylan. Quand j'ai écouté cette chanson, j'ai d'abord écouté, je fais deux approches là pour cet épisode. Une fois, j'ai écouté la chanson, et une fois, j'ai regardé la scène avec la chanson. Quand tu écoutes la chanson comme ça, tu te dis d'abord les paroles sont un peu bizarres, et ma première connotation, ma première idée, c'était que ça parlait de drogue. Parce qu'il est mal à l'aise, il est coincé. À un moment, il dit « j'aimerais bien m'allonger sur le sol ». Mais il paraît que c'est plutôt si tu lis un peu là-dessus, apparemment c'est plutôt une parodie sur l'industrie de musique. Ouais, c'est donc ça. il y a les producteurs, tout le monde les tape sur le dos, c'est des self-made men. Ouais, oui. Et qui disent « please ». Et que le chanteur, il se sent super mal à l'aise là. Il se sent coincé avec un joker to the left et un clown to the right, ou à l'envers, je sais plus. Oui, ça peut faire penser à All Along the Watchtower, où tu as un joker et tu as un thief. Oui, Ok. c'est the joker to the thief. Et puis tu as aussi des clowns dans... Et des businessmen who drink my wine. Oui. C'est comme les self-made men ici, ça. qui boivent. Hein. Et donc, en plus, alors c'est un morceau qui intervient dans le film, c'est de la musique diégétique, c'est-à-dire que... un autre morceau, voilà. C'est-à-dire que Mr. Blonde, il allume la radio, et donc la musique est diffusée dans la séquence, donc c'est la musique qu'on entend. Voilà. Peut-être c'est une espèce de référence aussi à la technique de la nouvelle vague, en fait, d'utiliser la musique vraiment dans le film. Diégétiquement, du coup. Exactement. Comme on disait. Intradiégétique. Intradiégétique, parce que c'est pas extradiégétique, logiquement. Hein. Et donc, il prend un malin plaisir, en fait, à faire ses pas de danse, improviser, à siffloter ses paroles, il les connaît. Et ça double le contrepoint, ça double le contraste en plus. Ah oui, il va faire et tu regardes... c'est une clownerie, quoi. C'est une clownerie, mais le flic le regarde, et parce qu'il est attaché, et il sait, il a déjà quand même la lame de rasoir dans la main. Ouais. Donc, il y a un contraste entre une chanson sage, pop, presque, et un mec qui danse et chante un peu, et qui a une lame de rasoir dans la main, et le flic se dit, d'accord, c'est un fou. Il est fou. Oui, il est fou. Donc, il est fou. Donc, du coup, ça y est. Je pense que en fait, la chanson, elle révèle que Mr. Blonde, il carbure pas au mazout, comme disait Gainsbourg, mais en fait, il doit être complètement défoncé, ou alors il est psychotique, tout simplement. Mais... En parlant du carburant, elle est tellement diégétique, cette chanson, on adore dire diégétique maintenant, ce sera certainement pas la dernière fois, j'en parlerai un peu plus tard. C'est tellement même snob. si les autres chansons sont, à mon avis, extra diégétiques. Oui. Ah oui. Mais néanmoins, quand à un moment, il quitte l'entrepôt pour aller chercher l'essence, en parlant du carburant, et à ce moment, la musique s'arrête, et donc tu entends les voix d'enfants qui jouent, et tout ça. À un moment, il est sur le parking, il sort le bidon d'essence, il retourne et la musique reprend. Et bon, moi, je n'ai pas fait la recherche, mais il y a des gens sur YouTube, quand je regardais la scène, qui ont dit, si tu fais le timer, elle reste dans la synchronisation absolue de cette chanson. C'est-à-dire le moment où il sort, il retourne, et la chanson reprend exactement là où elle doit reprendre. Hein. Mais c'est un super contraste. Effectivement, c'est le mot-clé pour cette chanson, et ça fait d'autant plus peur, surtout aux flics. Ouais, non, mais une telle scénarisation de la violence, en fait, ça faisait, à mon avis, très longtemps qu'on n'avait pas vu ça au cinéma. C'est pour ça que Reservoir Dogs, il me marque les esprits tout de suite. Oui. Même si ce n'était pas mon premier film vu. Et que... D'ailleurs, en parlant de la radio, Pulp Fiction aussi, Misirlou commence dans le générique. Et à un moment, tu entends les bruits comme le bouton de radio pendant le générique, et ça met donc ça va vers la prochaine scène qui fait, et ça fait Get Down. J'ai oublié comment s'appelle cette chanson.
mais elle va Oui, comme oui, ça. oui, oui, oui. Et Ouais. après, ça passe donc Jules and Jungle Vincent. Boogie. Jungle Boogie, voilà. C'est ça. Voilà. Et voilà, ça passe à cette scène-là. Est-ce qu'on a tout dit par rapport à Oui, cette oui, oui. chanson? On est... En ce qui concerne la musique diégétique, nous avons tout dit. Non, non, j'ai encore un mot à dire par rapport à la musique diégétique, hein, mais un peu plus tard. On pourrait procéder chronologiquement ou on fait Oh en oui, alterne. allez, Chronologiquement, ce serait donc Bowie, Cat People. Cat Ouais, People, ouais, moi ça me va. qui dans son film de Inglourious Basterds. Oui. Est-ce que tu as un film préféré ou pas? Ou ça dépend du contexte du jour Là, je te dirais que ce film-là, Inglourious Basterds, ce serait mon préféré parce que je trouve il est jubilatoire. il me fait le plus plaisir. Oui. Et c'est pas que la scène avec Antonio Margaretti. Bravo. Bravo. Domenico De Cocco. Non, moi aussi, elle me fait, je dois dire, elle me fait aussi beaucoup plaisir pour une très claire raison. Je comprends toutes les langues. Je comprends toutes les langues. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que contrairement à beaucoup de films Hollywood, quand il a donc donné des rôles allemands, il n'a pas fait des Allemands clichés. Il a vraiment puisé à des acteurs connus allemands. Oui. Et les a mis dans un film qui c'est pas que Christoph Waltz, qui n'est pas allemand d'ailleurs, il est autrichien, Ouais, mais ouais. germanophone, mais August Diehl par exemple, qui joue le Gestapo-man, et qui est quand même assez intéressant comme personnage ouais. aussi. Donc moi je regardais le film en VO et je peux regarder le film en VO sans regarder les sous-titres parce que je comprends toutes les langues parlées là-dedans et ça me fait plaisir. Hein. Donc, à part de Uno Travolta. Si, à part un peu l'italien. si, bravo. Si. À part de l'italien qui n'est pas. Mais bon, voilà, ça me fait déjà ça me fait plaisir. Tourner en Allemagne d'ailleurs aussi en partie. Oui. Toute la partie du cinéma brûlant, c'est à Potsdam, Oui. à Berlin, à l'extérieur de Berlin. Et même la scène de la maison au début, Once Upon a Time in France, Nazi Occupied France, elle est en Saxe, quelque part en Saxe, en Altine, donc pas loin de Berlin non plus. Parce qu'on est quelque part en France, j'ai l'impression que si c'était en France, ça serait peut-être, je sais pas, dans... Une seule scène est tournée en France, c'est le café où Frédéric Zoller rencontre Madame Mimieux, donc Shoshana. Ça, c'était filmé à Paris, dans un café. Ouais. Par exemple, la scène du Strudel était dans le café Einstein à Berlin. Ouais. Et ça joue à Paris. Et le café Einstein à Berlin, je le connais. Je travaillais pas loin de là à une époque. Et aussi le cinéma. Et tu y es allé? Je suis allé pas souvent, mais j'étais déjà dans ce café, ça c'est sûr. Donc c'est un café à l'ambiance rétro. Ça l'était, c'est malheureusement fermé. Oui, c'était un vieux café. C'était un vieux café et ils ont pris le décor, mais il a fermé il n'y a pas très longtemps que ça. Pas si longtemps que ça. Et aussi, en fait, le cinéma même, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, où tu la vois mettre l'affiche, tout ça, c'est filmé dans la rue berlinoise, mais la rue berlinoise, c'est dans le studio à Potsdam, à l'extérieur de la ville, où il y avait tourné Metropolis, par exemple, je crois. D'accord, ouais. Et donc la UFA, et donc tout ça, c'était filmé à Berlin. Mais ça, c'est la rue où tu les vois, elle est fausse. C'est une rue de décor. C'est un décor de plateau de cinéma. Oui. Okay. Après, tu as aussi la scène de début où les Bastards sont présentés avec le Beajo qui sort d'un truc tu sais, des briques, là, une espèce de prison. On dirait une espèce de forteresse. Oui, et tout ça, c'est filmé à Spandau, pas loin de Berlin aussi, presque à Berlin. Où il y avait une prison. À Spandau. Je crois que c'est plutôt une caserne, un truc. Ouais. Oui, tu as raison. À Spandau, il y avait des casernes pour la prison pour les criminels de guerre. Ouais. Et je me rappelle quand j'étais... Bon, là, on fait déviation totale, mais quand j'étais jeune, il y avait Rudolf Hess encore, qui était le seul prisonnier. Je crois chaque mois, les Alliés ont changé les gardes. C'est-à-dire, c'était un mois les Russes, un mois les Anglais, qui ont gardé Rudolf Hess, qui était le seul prisonnier de l'époque, là. À la fin. Bon, Cat People. Ouais. David Bowie. Quand je t'ai dit ça, tu étais un peu étonné. Je me rappelle. Oui, en fait, c'est un choix étonnant en fait de chansons.
Dans le film aussi. par rapport à un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a l'air anachronique. Elle a l'air anachronique, Exactement. cette chanson. Ouais. Et tiens, c'est écrit. Le titre détonne par son anachronisme. Mais en fait, une fois que tu écoutes les paroles, tu comprends le choix de Tarantino, puisque dans cette chanson, il est question de yeux verts. Il est aussi question de mettre le feu. Oui. Donc voilà. Mais carrément. Shoshana, bon, on est tout de suite dans l'utilisation du film. Et je me rappelle dans le cinéma, à l'époque, quand je l'ai vu, je crois à Montpellier, je me suis dit, mais c'est quoi cette chanson au début, ça t'étonne tout de suite que tu te dis, mais qu'est-ce que cette chanson d'un film sur les nazis de David Bowie des années 80 ? Et après, ça colle, ça reste bien en tête. Ouais. Et le personnage éteint sa feu intérieur, sa vengeance, pour le mort de sa famille. Elle éteint sa feu intérieur qui brûle en elle en mettant le feu au cinéma. Donc, elle éteint un feu avec du feu. Ouais. Et donc, ça, à un point que je me suis posé la question si Tarantino avait toujours cette musique en tête quand il a écrit la scène, parce que ça colle tellement bien avec les images. Mais oui, en plus, c'est tourné... En fait, donc, Mélanie Laurent, elle est filmée de profil. La scène, elle commence, en fait, elle est inscrite dans un immense œil de bœuf. Oui, donc qui ressemble à un œil. Voilà, ouais, c'est ça. Et, mais aussi qui est reflété dans le drapeau nazi avec le cercle derrière. Hein. Ouais. Et donc c'est aussi étonnant de voir que je pensais que c'était une chanson de Bowie, mais elle a été composée par Giorgio Moroder. Oui. Pour un autre film. Cat People. Ouais. Il s'appelle Cat People, ouais. En français, La Féline. Oui. Puisque il y a une version... Donc ce film, c'est un film de 82. Mais qui est une reprise... De Paul Schrader. Ouais. Et c'est un morceau qui est un film qui est une reprise de La Féline. Un film de Jacques Tourneur qui est sorti en 1942. D'accord. Et tu l'as vu ? Non. La Féline, oui. Le premier film. Ouais. Celui de Jacques Tourneur. Je me suis demandé en fait si finalement le lien était pas aussi là-dedans. Le fait de citer un film de 1942 à travers le remake d'un film et la musique d'un film. C'est un peu alambiqué, hein, mais... Non, mais quand même. Mais par rapport à Tarantino, c'est pas impossible. Non. Et donc c'est... Bah oui, c'est un film, La Féline, qui raconte une histoire de métamorphose. Ouais, c'est une femme qui se transforme, c'est ça ? Oui, plus ou moins. Exactement. Ouais. D'accord. C'est une sorte de malédiction à chaque fois qui fait que elle appartient à un peuple qui se transforme en panthère. D'accord. Et donc, dans le remake, ils insistent beaucoup sur les yeux verts de... Je crois que c'est Nastasia Kinski. Oui, je pense avoir lu ça, oui. C'est ça. Et voilà, donc c'est un morceau hyper minimaliste. J'aurais pu me dire que c'était un morceau des années berlinoises de Bowie avec cette ambiance synthétique là. Mais c'est très Giorgio Moroder. Ouais. Tu connais, toi, Giorgio Moroder, c'est quoi le premier truc que ça déclenche dans ta tête si tu entends ça ? Pour moi, c'est disco, Giorgio Moroder. Ouais. Mais pour moi, c'est Jeux Olympiques Los Angeles 1984. Ah oui ? C'est Reach out for the medal. Tu connais cette chanson ? C'était la chanson officielle. C'était Giorgio Moroder. Après, je pensais plus à la BO de Midnight Express, qui a aussi une musique comme ça hyper forte. Top Gun aussi, Take My Breath Away, c'est Giorgio Moroder. What a Feeling, Flashdance, c'est Giorgio Moroder. Tous ces trucs-là, typiquement 80 aussi, fin de 70-80. Et il est dans Scarface apparemment aussi. Ah oui, c'est bien possible. En fait, il faut quand même dire, il existe donc deux versions de ce morceau. Oui, de Cat People. De Cat People, parce que donc ça, c'est la version Moroder qui est plutôt simple, plus lente, plus menaçante. Ouais. Et alors que sur Let's Dance, un album dont on a déjà parlé,
dans le saxophone, Avec Modern Love. Modern, ouais. Produit par, comment il s'appelle, Nile Rodgers, c'est ça? Oui, De celui qui a fait Chic, aussi le groupe Chic. ouais. Le chic. Freak Out. Ah. Le freak, c'est chic. Et avec la guitare Stevie Ray Vaughan. Ouais. Bon, quand tu lis des commentaires, les gens disent qu'ils préfèrent la version Moroder. Ouais. Moi, l'autre, c'est complètement autre chose, en fait. So Let's Dance, c'est vraiment un truc pop. Oui, je pense que Bowie avait envie de la réenregistrer un peu plus à sa sauce. Ouais. À sa sauce, mais voilà, elle est... les deux, j'aime bien les deux versions, hein, c'est juste que c'est pas la même chose. C'est comme un strudel et un burger. Ouais. Un Kahuna burger et un Apfelstrudel, les deux sont bons. Il est étonnant, Bowie, là. Il a vraiment une voix gothique. Oui. Une voix d'outre-tombe. Est-ce que tu connais Le Petit Vampire? De Johann Sfar? Non, Non. c'est un livre allemand. Non. Et il y avait une série à la télé dans les années 80 Ouais. où je sais même pas qui est le chanteur, mais le générique était chanté par quelqu'un qui jouait dans le truc le frère vampire de Rudiger, le petit vampire Rudiger, et qui chantait aussi avec cette voix très grave, très lente, un peu vampiresque. Exactement, ouais. Vampirique ou vampiresque? Vampirique. Voilà, vampirique. Mais on voit en fait qu'il y a peut-être l'influence du cinéma allemand expressionniste. Peut-être, oui. Avec ouais. Bon, pas dans la façon de chanter de Bowie, mais Non. quand même, on n'est pas loin. Oui. Il y a cette idée que... Ouais, peut-être que les nazis sont des vampires, quoi. Pire que ça, je dirais. Parce qu'au moins, les vampires, ça dort la journée. Donc, Comme ils peuvent croire au golem. Oui. Et à l'ours le juif. golem, ouais. Un golem. Elle a plusieurs niveaux aussi, cette chanson. Elle a ce côté, le démarrage très long avec le synthesizer. Ouais. Là, je dirais une grosse caisse avec distorsion. Je suis pas sûr si c'est synthesizer ou si c'est synthétiseur ou si c'est la grosse caisse en distorsion. Ouais. Et à un moment, quand il fait le gasoline, il monte dans les aigus. Ouais. Là, elle prend une dynamique. Et après, tu as une espèce de milieu avec une percussion et un outro. Et il chante toujours Been So Long, It's Been So Long. Ouais. Ce qui reflète bien la vengeance de Shoshana, qui a dû attendre si longtemps. It's Been So Long, sa vengeance. Et il y a en plus les feulements comme ça de félins qui sont joués au synthétiseur, là. Ouais. Il y a aussi un truc à l'envers. Il y a aussi un morceau à l'envers qui fait bou, 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 comme un moteur à un moment. Il y a des sons très intéressants dans cette chanson. Hein. Ouais, c'est pas une chanson que j'aurais retenue comme emblématique de Tarantino, mais c'est une vraie découverte. D'autant plus qu'elle sert. En fait, il utilise cette. Bon, comme je dis, j'ai remarqué après que même mes mentions honorables avec Out of Time, toutes les chansons que moi j'ai choisies font une espèce de petite pause dans le film et une mise en place de la suite. Ouais. Là, c'est carrément le dernier acte où le cinéma va, tous les plans vont échouer et pas. Donc en fait, et il utilise la scène aussi pour faire un peu de flashback, pour expliquer comment Shoshana a fait avec son associé dont j'ai oublié le nom. Marcel. Avec Marcel, comment ils ont réussi à avoir une copie 35 mm d'elle, parce que c'est pas évident de se faire filmer en 35 mm. Donc ils font le flashback, ils ont menacé quelqu'un qui pouvait développer. Donc ils préparent à la fin, ils font une petite pause avec une longue chanson, ils préparent la fin. Et ce que j'aime aussi, c'est que Shoshana fait un espèce de camouflage dans cette scène, parce qu'elle est toute en rouge, comme le drapeau nazi. Elle a le visage blanc, elle se met le filet noir devant les yeux, et après, elle entre dans le nid de nazis, mais complètement camouflée. Elle a tous les nazis, parce que la chanson se termine où elle va dans le hall de cinéma, et elle voit Hermann Göring et Martin Bormann, tous ces huiles nazis. Et du coup, c'est comme une transformation de Shoshana qui est maintenant prête à sa vengeance. Elle est sur le sentier de guerre parce que elle se maquille. Oui. Elle se met du rouge à lèvres, mais après, en fait, elle s'en sert pour se maquiller, se mettre des peintures de guerre rouges. Je me suis marqué le mot mission prep. Mission prep, c'est quand tu as dans les films
Je pas de préparation de mission. C'est quand ça existe dans Rambo. Ouais. Tu as une scène où il commence à mettre, il met son couteau. Ouais. Hein, il laisse ses chaussures. C'est maman, j'ai raté l'avion. Il prépare la maison, tu vois. Ouais. Tout, c'est toujours pour introduire le troisième acte. Maintenant, le bouquet final. Hein. Et là, c'est ça. Elle prépare. C'est la préparation du dernier acte où ça va éclater. C'est sûr et certain. Hein. Et oui. Moi, ce que je trouve bien dans ce film aussi, c'est justement l'Uchronie, en fait. Le fait de se dire que, pour une fois, c'est les Alliés qui gagnent, et qu'on peut montrer le visage d'Adolf Hitler se faire... éclater par une mitraillette. Se faire démolir. C'est ça qui est jubilatoire. C'est ce que... Mais quand il a fait ça, ça m'a un peu gâché Once Upon a Time in Hollywood. Parce que autant plus qu'il tue Hitler dans ce film-là, après, je me suis dit, s'il a fait ça dans Inglourious Basterds, il a tué Hitler dans Inglourious Basterds, il va pas tuer Sharon Tate. Donc, moi, j'étais sûr. D'accord, ouais. Désolé, spoiler alert, je l'ai dit au début. Mais bon, toute l'intrigue est que, justement, Sharon Tate... Et je me suis dit, si Tarantino met sa main dans l'histoire, comme il a fait dans Inglourious Basterds pour tuer Hitler, je dis, Tarantino va pas tuer Sharon Tate. J'en étais persuadé pendant tout le film et j'avais raison, malheureusement. Hein, Mais voilà. Mais cette préparation, elle fait plaisir avec la musique. Et la musique, elle s'écoute très très bien sans la scène aussi, je trouve. Ouais. Hein, c'est une très jolie scène. Très, très bien faite. Et si on passait... Oui, maintenant, on aurait le choix de rester chronologique et passer donc à Django. Oui. On fait ça? Allez, c'est parti. Notre première chanson italienne. Ancora... Ouais, tu prends les paroles, hein. Ancora qui. Le paroles. Ancora qui. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire Ancora la musica. Attends, oui. Vous entendez là un peu les papiers qui volent. Ancora qui. Toujours là. Oui. Ancora tu, toujours toi. C'est pas une chanson que j'avais remarquée, en fait, dans la BO de Django. C'est quelque chose... D'ailleurs, dans la BO de Django, j'ai pas... Tu peux pas l'entendre sur... Ah oui, on peut tout de suite l'expliquer, parce que sur notre playlist Spotify, il existe la version Elisa Toffoli, qui est la chanteuse. Donc, sur son album. Compositeur Ennio Morricone. Oui. Parole Elisa Toffoli, appelée Elisa en italien, en Italie, parce que assez connue là-bas, il paraît, qui a écrit des paroles. Et donc, il y a une version sur son album qui s'appelle L'Anima Vola de 2013, qui ne correspond pas à la version qu'on entend dans le film de 2013, Django Unchained, pour la simple raison que j'ai appris maintenant, Tarantino a utilisé le démon qui lui a fourni Morricone, et il a, donc si tu entends, tu entends aussi la main sur la manche de la guitare et tout ça, elle est assez rudimentaire, plus rudimentaire que la version album. Donc, Tarantino, il a choisi la version démo qu'il lui a fourni Morricone. Apparemment, sur un site web que j'ai lu, ça n'a pas trop plu à Morricone, mais bon, les deux se sont remis pour lui salopa. C'est pour ça qu'on a mis sur la playlist Spotify une version d'un orchestre de film qui est avec une chanteuse où je pense que c'est pas Elisa, mais qui correspond plus à la version dans le film. Ouais. Et aussi la version de l'album d'Elisa qui diffère un peu, on va en parler. Oui, parce que c'est un moment dans le film où on voit en fait, on est à Candyland, on est dans la propriété de comment il s'appelle, de Calvin Candy. Ouais. No, Calvin. C'était Samuel L. Jackson. Et donc, en fait, on voit une espèce de scène presque au ralenti, mais qui n'est pas au ralenti, où le personnel noir dresse la table blanche, les assiettes blanches, la nappe blanche. Et donc, cette chanson introduit le fait que Bromilda est conduite à la chambre du docteur Schultz, Christoph Waltz, pour parler allemand.
Pour parler allemand, donc ce qui est le plan que tout le monde pense que Christoph Waltz, Dr. King Schulz se fait apporter cette fille parce qu'il a à la fois un goût pour l'allemand mais aussi pour la fille. Oui. Donc elle est comme la table est dressée, Ouais. comme les bougies sont mises en place. Brumhilde aussi, elle est Elle va préparée être servie. comme un objet. Ouais. Elle sera servie à Dr. King Schulz, hein, donc qui après va expliquer que Django est derrière la porte, ils sont là avec un plan de sauvetage. Ce que je trouve très intéressant dans cette chanson, c'est que justement, elle prépare aussi, c'est la mise en place des pions, voilà. Mais en fait, ça me fait penser au théâtre carrément. Le film ralentit pour un moment, la scène devient noire. Je n'ai pas envie de faire une blague, là, c'est vraiment ça. La scène, c'est comme au théâtre, quand ils font le changement de décor entre deux scènes. Donc, la mise en place du mobilier, voilà, ces petites pauses, les lumières éteintes, et il y a cette musique qui accompagne cette mise en place de la dernière partie. Voilà, j'imagine comment ils s'appellent dans le théâtre, ceux qui travaillent dans le décor, qu'est-ce que ça fait tu sais, ceux qui viennent pour le changement de plateau. Oui, changement de plateau. Ça fait un peu cet effet-là. Oui. Genre, on freine un petit moment, parce que là, chers amis, on rentre dans la partie où ça se décide, est-ce que le plan va marcher ou pas. D'ailleurs, il ne marche pas. Ouais. Il ne marche pas, tout à fait. Mais voilà, c'est ce petit ralenti avec la musique. Et là, j'adore quand même la voix aussi. Donc, à la fois, c'est très Morricone avec la guitare sur le la mineur. Hein, ça, c'est un classique de Morricone. La guitare très simple avec peut-être une orgue derrière, c'est ça? Je ne suis pas sûr. Et sa voix, elle est magnifique. Moi, je ne comprends pas ce qu'elle chante. Je sais maintenant de quoi elle chante. Mais elle a une magnifique voix, je trouve, Elisa. Oui. Alors, je sais pas si elle avait eu des indications de Morricone. Il me semble qu'il lui avait dit de se baser sur, je sais pas, des souvenirs. Il paraît qu'elle se souvient d'une amie d'enfance qui est morte de la leucémie. Oui, c'est ça, oui. Et parce qu'elle dit, à un moment, attends, je l'ai là. Et qui dall'altra parte come va et comment on va d'ici à l'autre côté. Donc c'est en fait comme un dialogue avec quelqu'un qui est mort. Et, et ça revient sur ritornerai, je reviendrai. Ritornerò, tu t'en souviens, ritornerò, tu reviendras. Ricorderai, je m'en souviendrai. Ricorderò, tu te souviendras. Truc comme ça. Donc, mais il y a aussi la mention du coton blond. Donc, je ne sais pas si c'est un hasard. Dans la chanson, à un moment, elle parle du così bianco che cotone. Ce coton est si blanc. Et ça fait un peu référence quand même à... disons qu'elle elle sait que ça va être utilisé pour un film de Tarantino et d'un western, donc je pense, je crois l'avoir lu en interview dire que c'était sa propre version de la tragédie du western en fait, qu'elle écrit en fait. D'accord. Elle présente une espèce de version intime des tragédies qui peuvent se passer dans des westerns, donc il y a un écho intime, personnel chez elle, dans ses paroles, mais qu'elle entend calquer sur l'action des westerns. Juste pour dire, je l'ai vu chanter live, j'ai vu plusieurs versions live sur YouTube d'elle. Ouais. Elle assure, hein. C'est pas l'enregistrement ou c'est pas un effet d'enregistrement. Elle assure note par note cette chanson. Je trouve vraiment qu'elle chante très... En fait, le morceau, il est d'une beauté absolue, je trouve. Oui. Et ça va très bien avec ce petit moment de calme avant la tempête dans le film. Ouais, ça c'est vraiment un morceau qui peut s'extraire du film et qui fonctionne. Qui fonctionne très bien tout seul aussi. Il faut quand même dire que Tarantino était quand même fier, comment on dit, d'Artaban. Artaban, ouais. Comme il avait un bar tabac. Ouais. Parce que si tu regardes le générique dès le début, il fait le générique avec tout ça, et à un moment tu vois sur tout l'écran. Ouais. Et attends, je l'ai marqué. Ça prend tout l'écran où il écrit. J'espère que je le trouve. Dans le film. Bon, bref.
Je le trouve pas. C'est pas grave. C'est tout l'écran en rouge et la chanson. Non. Pas grave. C'est pas grave. Et la chanson Ancora qui, écrite par Ennio Morricone, chantée par Elisa. Donc, il prend tout l'écran pour dire j'ai une chanson de Morricone quand même. Ouais. Donc, on dit vraiment il est super fier d'avoir Morricone dans son ensemble là. Et il frime vraiment un peu avec le fait d'avoir finalement une chanson de Morricone dont il s'est déjà très souvent servi, surtout dans Inglourious Basterds. Hein. Mais oui. Euh, Donc là, on était en 2012. Oui, attends, j'aimerais bien finir sur une chose parce que j'aimerais reparler du morceau diégétique. Oui. Excuse-moi. Parce que quelle est la grande différence entre la version album finale de l'album de la chanson et de la version démo dans le film? C'est Beethoven. C'est Für Elise qui est intégré dans la version album et qui est intégré dans plein de morceaux de Tarantino. Si tu te rappelles, le début de Inglourious Basterds commence avec la femme qui met des linges, et comme un écran d'ailleurs. Et derrière l'écran, il y a Hans Landa qui arrive et il utilise un morceau de Tarantino qui s'appelle... De Morricone. De Morricone. Qui commence avec la lettre à Élise. La lettre à Élise, Für Élise. Hein, et qui commence, il s'appelle Dopo la Candana, du film Colorado en français, The Big Gun Down, de 1966, un spaghetti western. Oui. Et en fait, Pour Élise, c'est un peu un morceau phare de fétiche de Morricone. Il est aussi dans un film avec Terence Hill, en français, Un génie, deux associés, une cloche. Je peux pas te dire c'est un Sergio Leone. Et donc là aussi, il intègre le Für Elise. Parce que Für Elise, c'est La mineur. Et Ennio Morricone, il aime bien La mineur. Oui, c'est vrai. Et du coup, il a intégré... Quelle est la chanson qu'utilise toujours Metallica sur scène? C'est aussi Ecstasy of Gold. D'accord. Qui est en La mineur? Qui est en La mineur aussi, à mon avis. Donc du coup, ce qui est paradoxe, que Tarantino prend la version démo où il n'y a pas Für Elise, mais dans le film, il y a Für Elise. Oui. Quand il prépare le white cake, le gâteau blanc, il y a une dame qui joue Für Elise à la harpe. À la harpe, mais et c'est la première fois que Dr. King Schultz, donc là c'est diégétique. Exact. Oui. Et c'est là où Dr. King Schultz perd pour la première fois son calme. Il engueule la femme d'arrêter avec Beethoven parce qu'il se rend compte, qu'il est il est chez les sauvages, quoi. Il dit vous êtes sauvage, on va pas faire plus. Il a plus envie de jouer le jeu. Pour ça il le tue, je présume aussi. Hein. Tu le vois réfléchir, il se touche la moustache, il est énervé et du coup c'est comme il avait plus envie de jouer cette scène, de jouer qu'il est chez les gens cultivés. Et il se lève, il interdit à la femme de jouer Beethoven. Stop playing Beethoven. Et donc c'est rigolo que dans la version démo, il n'utilise pas Für Elise, mais dans le film, il y a Für Elise. Elle y est quand même. Il y est. Beethoven y est. Comment faire la musique sans Beethoven? C'est impossible. Ça. Ouais. Bon. Allez, on passe à ta deuxième et la dernière. Hein. Les 5 chansons de... Apple Blossom. 5. En chiffres? Chanson au pluriel? Exactement. Mais là, c'est chanson au singulier. La 5e. Apple Blossom, The White Stripes. Oui. De Hateful Eight. Les 8 salopards. Oui, exactement. Et voilà. Alors, vas-y, parle-en. Alors, je suis pas étonné que tu l'aies choisi. Moi, je suis plus étonné que toi, en fait. Ah bon? De l'avoir choisi. Bon. Parce que tu aimes pas les White Stripes. Si. D'accord. Mais... Ok, bon, allez. Bon, je me suis dit, c'est pas celle qui m'est restée en tête, parce que j'ai vu Les 8 salopards qu'une fois aussi, récemment, d'ailleurs. Et elle est du deuxième album The Steel, de 2000, que je connais pas bien. Moi, j'ai écouté un peu Get Behind Me Satan, mais ça, c'est encore plus tard. C'est le cinquième album. Avec le personnel classique, Jack et Mac, à la batterie Mac, et basse-piano, et un guitare basse-piano, avec un piano qui fait un peu western piano, mal accordé, en arrière-fond. Et c'est donc dans la scène dans la diligence, on dit? Non. Oui. Dans la diligence,
Et oui, quand j'ai vu le film, ça m'a marqué, mais pas autant que ça m'est resté en tête, cette chanson. Alors pourquoi tu es étonné d'avoir choisi ça? Parce que, en fait, en regardant tous les morceaux disponibles enfin, dans la filmographie, Mhm. je trouvais pas que peut-être, enfin, ça m'avait pas marqué ou paru tellement, Pendant le film. ouais, Mhm. tellement évident. Et quand j'ai revu ce film et que j'ai prêté attention aux paroles, là, je me suis dit que, en fait, c'est surtout le moment où en fait la caméra bascule sur la diligence, mais à l'extérieur, en fait, où elle filme les chevaux. Oui, où ça prend vitesse, le Mm. morceau prend vitesse Et exactement à qu'il ce y a, moment-là. en fait, dans le morceau, il y a le piano bastringue là Mhm. qui intervient Mhm. pour le deuxième ou troisième couplet. Mhm. Et c'est ce moment-là, en fait, où on passe de l'intérieur de la diligence Mhm. à l'extérieur et où on voit ces chevaux Mhm. qui galopent. Mhm. Et ça m'a paru être vraiment une très très belle image. Ben, il utilise effectivement, il utilise la chanson quand c'est tout simple au début, il est dans la diligence. Ouais. Quand ça prend en vitesse, c'est dans la neige. Il y a encore un autre moment où ça passe dans la forêt avec des bouleaux. Mm. Tout est blanc, même en vertical, horizontal et verticalement. Et tout à la fin, ça fait un arrêt sec et ça retourne dans la diligence. Hein. La chanson, elle est absolument synchronisée avec les images. Ah oui. 100%. Non, ouais, j'aime bien cette image de forêt de bouleau là, filmée en 70 mm parce que c'est la particularité de ce film là. Oui, il est filmé comme des vieux spaghetti western. Exactement, Ouais. avec ce format très très étiré. Et en fait, ce qui m'a convaincu de la choisir, c'est le fait que dans la chanson, on dirait que Jack White est en train de chanter à Daisy Domergue. Et oui, Crazy Daisy Domergue. Ouais. Et donc, ouais, crazy parce que elle se prend un coup de poing dans la figure Oui. et qu'elle se relève en se léchant les lèvres et que Oui. ça la fait sourire en fait. Oui, elle fait un clin d'œil à Samuel Jackson. Samuel Jackson et elle dit. Donc en fait, moi je me suis noté ça aussi. Ça commence avec. D'abord, c'est un contraste. Donc tu as Jack White qui chante de l'amour de Fleur de Pommier, quand il s'appelle sa fille, et qui dit carrément I will come and rescue you. Oui, Donc je vais te sauver. ouais, Hein. Je vais venir ouais, je vais te sauver. Et du coup, au début, c'est un contraste parce qu'elle a l'œil noir, elle a pris le coup de coude de Kurt Russell, ouais, et elle dit quand même, tu le surestimes, ce Hangman John. ouais. Tu le surestimes, ce qui est vrai, parce qu'elle va le survivre. Oui, oui, Hein. oui. Elle va le survivre. Et du coup, en plus, le clin d'œil qu'elle se lèche les lèvres et tout ça, au début, tu penses que c'est peut-être une petite allusion érotique ou qu'elle veut faire à Samuel L. Jackson, mais en fait, elle veut juste montrer qu'elle est sûre d'elle. Oui, oui, oui. Elle est sûre d'elle. Donc, il y a deux choses. C'est le contraste, C'est pour ça que ça. ouais, et c'est la préfiguration, Eh oui, le foreshadowing, parce que quelqu'un va venir la sauver. exactement. Ça va pas marcher. Ouais, ouais, ouais. C'est pas l'amoureux, c'est son frère. Jody Domergue. Ouais, ouais. Donc c'est du présage. C'est sûr que là, dans la chanson, elle est toute seule et que les gens, elle a des ennuis. Mhm. Elle est dans les troubles. Ils s'en occupent vraiment pas, en fait. Mhm. Ils en ont. Comment dire? Ils en ont rien à faire que ça soit une femme et tout ça, en fait. Mhm. Et d'ailleurs, il insiste bien sur le fait que. On pourrait se méprendre sur le fait que. Parce que c'est une femme, elle serait moins dangereuse. Oui. Donc voilà. Et il y a vraiment la réaction de Samuel Jackson, là, du marquis. Major Marquis Warren. Oui. Avec la lettre de Lincoln, la fausse lettre de Ouais. Abraham Lincoln. Ouais. Donc il sourit bien, en fait, ça le fait bien marrer quand elle se prend son coup de poing, mais quand elle Mhm. redresse la tête, qu'elle lui sourit, qu'elle lui fait un clin d'œil, là Mhm. il commence Il la à voir regarde. qu'il y a quelque chose qui Il va la pas. prend au sérieux. Ouais, ouais. Il la prend au sérieux. Il perd le sourire. Oui. Et donc oui, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est une préfiguration du sauvetage. Oui, c'est ça. Qui va après être juste toute la deuxième partie du film, du coup. Parce qu'en fait, le film commence un peu comme une pièce d'Agatha Christie. Donc, il y a Ouais. tous les... C'est comme Mort sur le Nil, un truc comme ça. C'est tout le monde est en place et tu te demandes qui est le méchant.
Ouais, Alors que tout le monde est le méchant, en fait, parce que c'est 8 salopards, quand même. ouais. Surtout Kurt Russell, parce qu'il détruit une vieille guitare. Il n'a pas Ouais. une guitare historique. Parce que, Ouais, comme ouais. dit l'anecdote du film, Il a confondu. il a confondu une vraie guitare historique avec le double qui était Ouais. fait pour la détruire. Donc, il mérite la mort, carrément, à ce moment-là. C'est un On ne morceau de détruit bois. pas des guitares, sauf si on est Jimi Hendrix ou Jimmy Page et on l'a payé. Voilà. Et ouais, moi, en fait, je connaissais cet album-là des White Stripes, Mm. mais c'est pas le morceau que j'avais retenu dans cet album. Je sais Il que est c'est. bizarre ce morceau parce qu'il change le rythme tout le temps, tu as Oui, oui, l'impression. oui. Ouais. Au début avec la Et- guitare, il dit même plus vite, Surtout la fin des refrains est Mm. vraiment hachée Mm. et elle rebascule sur le couplet de façon abrupte, Mais ce piano bizarre. sautillante. Oui, sautillant, c'est ça. Ouais, Donc je crois que si tu mets un métronome avec cette chanson, ça va pas marcher. ouais. Euh, j'aime bien le piano quand même qui donne une petite ambiance western quand même et qui fait penser, tu sais, parfois tu as dans les films western les pianos automatiques Oui, avec un rouleau, ouais. avec des papiers en trou et un rouleau. Et c'est toujours le truc qui s'arrête quand il y a la fusillade qui commence ou qui se met en place tout seul automatiquement. C'est un peu le cliché. C'est fameux. Et c'est aussi mal accordé que dans You Never Can Tell de Chuck Berry pour faire référence à Pulp Fiction. Ah oui, Il y a un piano aussi qui n'est exactement, pas ouais. super bien accordé. Mais bon, ça fait du charme du truc. Mais effectivement, voilà, ce contraste entre Apple Blossom et l'œil noir et après, voilà, le sauvetage, c'est assez intéressant. Ouais. Et il est très beau quand même, le film, aussi au niveau, comme tu dis. C'est un film qui est ouais, qui confirme cette tendance à aller vers une espèce de violence sanguinolente de plus en plus Mm. gros-guignolesque quand même, hein, parce Mm. que quand ils se font empoisonner, il y a des espèces de jaillissements comme ça Oui. de sang. Ouais. C'est des torrents, quoi. Bon, après, quand tu vois même dans Reservoir Dogs, comme tu vois Tim Ross, Oui, oui. les litres de sang qui sont là, tu as pas ça dans ton corps. Hein. Donc, je veux dire, on dirait qu'il baigne dans 120 litres de faux sang. Hein. Mais Ouais. voilà, c'est... Mais il y a ça, ouais. Il y a cette idée, déjà dans Death Proof, Mm. avec ces assassinats en voiture, là, c'est vraiment trash. Oui. Et puis après, il y a aussi, oui, ces meurtres dans le dernier, en fait, dans Once Upon a Time in Hollywood. Oui. T'as- La fille et Ouais. le lance-flamme. Ouais, Oui. c'est ça. qui... J'aime bien quand il tombe dans la piscine et lui il a des casques et jusque là il n'entend rien et à un moment il y a une femme brûlante qui tombe dans sa piscine et c'est là qu'il non elle n'est pas brûlante parce que c'est elle Non, c'est pas lui ça. qui lui met le... Non, c'est lui qui va mais- l'enflammer. donc il y a pas quelqu'un d'autre qui tombe dans sa piscine ou Non, c'est elle, mais je pense... elle passe par la vitre. Oui, c'est ça. Elle passe par la Ouais, vitre. Elle est pas parce que lui il la brûle mais elle passe par la vitre. Comment tu aimes Once Upon a Time in Hollywood? Parce qu'il est très long, il se passe pas grand-chose et il est très joli. C'est très... Ouais, des- il est plus académique, peut-être, dans sa Ouais, forme. parce que tu attends quand même 3 heures qu'il se passe quelque chose vraiment, mais c'est quand même... Les scènes en soi sont très intéressantes. Hein, Ouais, je trouve qu'il y a... mais il y il a- sort il y a- un peu du cadre. Ouais, il y a beaucoup de citations, j'ai l'impression, au film du Nouvel Hollywood, Mm. justement. En fait, Mm. là, on est dans une période où les nouveaux cinéastes, ils vont arriver. Mm. Ils sont pas encore là, donc Hollywood, c'est encore très axé sur ces westerns et tout Mm. ça. Mais c'est pareil, ça parle d'une époque qui est en train de basculer. On voit hein, ces cascadeurs, ces acteurs qui sont confrontés à la jeunesse hippie. Mm. Voilà, c'est ça ce changement de valeur. Oui. Et Ils sont toujours fucking hippies d'ailleurs. Ouais, Quand on ouais. parle d'eux, c'est toujours fucking hippies. Ouais. C'est jamais sans fucking devant. je crois qu'il n'y a que Brad Pitt en fait qui est cool et qui Ouais. arrive Après, Ah. ouais, à se débrouiller à toujours. concilier Ouais. Mm. les deux mondes en fait.
Mais c'est pour ça aussi que dans la chanson Out of Time de Rolling Stones, c'est ça. C'est, Ouais. il est, à un moment, Mick Jagger chante You're obsolete, my baby. Ouais, C'est ouais. obsolète. Donc c'est un D'accord. peu la peur de DiCaprio, justement, de ne plus jouer. D'être ringard, ouais. D'être un ringard, d'être un Ouais. has-been. Hein. Est-ce qu'on a fait un tour des 5 chansons? Ah oui. Ben, je dirais que oui, hein. On n'a pas oublié une chanson. Non. Ben écoute, on était rapide aujourd'hui, c'est pas notre style. Non, écoute, Mais- Est-ce qu'on a envie d'arriver à la conclusion du coup? Mais bien sûr. Alors, je résume le principe de la conclusion. On est en 4e épisode de notre saison 2. On a le principe d'une île déserte. Sur l'île, on peut emmener chacun 5 chansons. Et jusque-là, il n'y a pas de grand danger parce qu'à chaque épisode, on peut ajouter une chanson qui nous plaît. À partir de l'épisode 6, ça devient plus intéressant parce qu'il faut éventuellement jeter une chanson pour emmener une autre sur l'île. Voilà. Je rappelle donc les 3 chansons qu'on a déjà sur l'île déserte. Maxima, Paisley Park de Prince, Feeling Good de Nina Simone et Si tu n'existais pas de Joe Dassin. Moi, j'ai When You Are Mine de Prince, Ain't Got No I Got Life de Nina Simone et Dans la brume du matin de Joe Dassin. Et maintenant, il s'agit donc d'ajouter, si on veut, une 4e chanson de Tarantino. Bon, moi, je vais choisir Encore à Qui. Encore à Qui. Oui. Je vais regarder quel est le style de mes chansons. When You Were Mine, c'est très upbeat. Ain't Got No, c'est très upbeat. Dans la brume du matin, ça remonte. Ouais. Ça descend un peu. Donc, est-ce que je pourrais me mettre quelque chose de calme ou de plus... Bon, j'ai pas besoin d'une agitation de Dick Dale sur mon île. Non. Le matin, qu'est-ce qui peut se passer sur une île déserte que j'ai besoin que Dick Dale me donne de l'énergie? Donc, je crois que ça va se jouer... Est-ce que tu auras envie d'entamer un petit pas de danse dansant, enfin, un pas en avant, 2 pas en arrière, une sorte de... J'ai peur qu'on me prenne pour un fou. Oui. Mais qui me voit, c'est ça la question. C'est ça. Je suis... Non. Je vais prendre Encore à Qui aussi. À ces tout petits moments de calme, quand je regarde la mer, j'ai besoin de penser à mon pays. Ouais. J'écoute un peu Encore à Qui, Encore à tout. Parce que, en plus, Encore à qui veut dire je suis toujours là. Oui, je suis toujours là sur cette île. Donc, du coup. Oui, donc on a tous les deux Encore à Qui? Oui. Très bien. Ben, est-ce qu'on sait déjà comment on continue? Pas vraiment. Hein. Le 5e épisode, Non. on va réfléchir. Oui. Et Là, on a aucun choix qui apparaisse pour l'instant. non. Donc On va en parler, on va revenir. Ouais. Bon, dans ce cas, je te dis merci Maxime. Ouais. Merci Daniel. À la prochaine. Oui. Ciao. Ciao.